pour ensuite passer au chapitre 4. Alors, nous avons jusqu'ici vu comment créer des maps en utilisant D3, mais on peut aussi utiliser, une librairie, Google Maps ou Leaflet ou autre, soit payante, soit libre. Avec D3, vous avez la possibilité de dessiner les primitives. Vous n'allez pas obtenir une map qui contient les routes ou bien l'ensemble des informations additionnelles, les métadonnées, mais vous aurez uniquement les frontières entre les régions. Vous pouvez obtenir l'information en utilisant Leaflet ou Google Maps si vous voulez avoir les routes. Et après, alors, soit développer votre propre application pour trouver les chemins ou votre service, soit vous vous abonnez avec, bon, il y a le service gratuit, mais si vous voulez développer une application, il faut un minimum avec Google pour avoir des données mises à jour mieux que les librairies Open Access. Alors, jusqu'ici, est-ce qu'il y a on s'est arrêté à l'affichage et la colorisation des différentes régions. Alors, je vous ai envoyé les codes. Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions avant d'entamer avant d'entamer le dernier point? Est-ce que ça va avec les TP? Est-ce que vous arrivez à faire les TP correctement? Est-ce que vous arrivez à faire des TP? Ça va? J'ai posé la question, est-ce que vous arrivez à écrire des programmes, à comprendre les programmes qui sont donnés? Oui? Bien. Bon, donc s'il n'y a pas de problème, on peut continuer. Alors, pour rappel, vous avez déjà, je suppose que vous avez jeté un coup d'œil sur la structure et un fichier JSON. Alors, dans le fichier GeoJSON, vous avez pour chaque région qu'on veut dessiner, vous avez une succession de points GPS qui délimitent un line, d'accord? Donc, vous avez une ligne qu'on va dessiner, elle est délimitée entre deux points des coordonnées GPS. Maintenant, ces coordonnées GPS, pour dessiner la ligne, il faudra faire une projection sur notre écran, sur une map 2D, et on peut utiliser une projection Mercator par exemple, ou autre, il y en a beaucoup, tout dépend de ce que vous voulez afficher. Et vous aurez une map 2D. Alors, les deux points qui vont définir les extrémités d'une ligne, et elle sera affichée comme étant un segment de droite sur la map. Et si vous avez une région, donc ce sera une succession de points, de polygones. Voilà ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Je vais revenir sur un exemple. Alors, ici. Voilà.
Voilà un exemple. Ici, vous avez un polygone qui est constitué de plusieurs points. D'accord. Ici, le premier point, la coordonnée GPS, le deuxième point, le troisième point. Et quand on fait un mapping, donc en map, vous avez le premier, le deuxième, donc ça fait un segment, le deuxième, troisième, ça fait un segment, ainsi de suite. Voilà ce qu'on a déjà dit. Alors maintenant, le problème qui se pose ici, je vais prendre ça, je vais l'agrandir. Voilà. Alors si vous voyez, si je veux dessiner les différentes régions, ici, pardon, ici elles sont colorées en différentes nuances de vert. Vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle une duplication des régions. Si je veux par exemple dessiner la région vert en haut, vous avez la région qui est de couleur vert à droite. Je vais dessiner cette frontière et après je vais redessiner cette frontière. Et donc, j'ai une duplication des frontières communes entre régions. C'est ça le problème. Il y a du calcul à faire. Et donc, par conséquent, vous avez un temps de calcul énorme si on veut faire le dessin de différentes régions à l'intérieur d'un État, par exemple. En France ou aux États-Unis ou dans n'importe quelle map. En Algérie, si on veut dessiner les différentes wilayas, alors vous savez que la frontière entre une wilaya et une wilaya, ça peut être 30 segments, peut-être plus, parce que ce n'est pas des courbes, mais c'est des petits segments. Et ça va alourdir le temps de calcul. Voilà le problème qui est posé. Et il y a une redondance dans les différentes données concernant les frontières entre régions. Et cette redondance elle va se traduire par l'augmentation du temps de calcul. Alors, que fait Bostock? Alors, Bostock, il a proposé une amélioration du, du format GeoJSON pour produire ce qu'on appelle TopoJSON. Topo, c'est pour topologie. Alors, qu'est-ce qu'il fait Bostock? Au lieu de dupliquer tous les points communs entre les régions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé il a proposé de décrire les arcs comme étant arc 0, arc 1, arc 2. Arc, c'est un segment de droite. Et il va les identifier par des numéros. D'accord. Et après, chaque arc, s'il est utilisé, c'est uniquement de définir son numéro. Ici, vous voyez ici, dans ce premier polygone, ID égale 4, les arcs utilisés, les voici. Donc, nous avons 297, 298, 299, etc. Et chaque arc, en réalité, c'est un segment de droite défini entre deux coordonnées GPS. Et vous avez ici l'exemple, un autre exemple, ID égale 10 pour une région, avec les axes 0, 1, 2 et 3, ainsi de suite. Donc on peut continuer, etc. Voilà ce qu'a fait Bostock pour aller plus vite dans la compréhension. Voici un exemple. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez, oui ou non? Est-ce que vous suivez? Vous m'entendez toujours? Oui, ça arrive. Vous m'arrêtez s'il y a un problème.
Alors, vous voyez, j'ai avancé dans les slides pour regarder ici. Alors, ici c'est un arc. Bon, bien sûr, c'est une succession comme je dis, un arc, ça veut dire que c'est un ensemble de lines, de points GPS. Donc, ici, j'ai une région, plutôt deux régions avec une frontière commune. Alors, que fait Bostock? Au lieu de décrire, bon, ici on a simplifié, on a parlé d'un arc 0, c'est-à-dire vous avez un ensemble de points. Ici c'est l'arc 1, ça c'est l'arc 2. Alors, au lieu de décrire l'arc est un ensemble donc, de points GPS, au lieu de décrire la région 2 par l'ensemble de ces points, plus l'ensemble de ces points, et la région d'en bas par l'ensemble des points qui sont en vert, plus l'ensemble des points qui sont en bleu. Vous voyez ici qu'il y a une duplication entre les deux régions dans la description par ce qui est en bleu. Que fait Bostock? Alors, il a la définition de l'arc 2, qui contient un ensemble de segments de droite, l'arc en vert et l'arc en bleu. Alors, il va décrire 2A. 2A, c'est quoi? C'est la région en bas. Ce sera l'arc 0. En bas, c'est l'arc 1. D'accord? Vous avez l'arc 1. Le voici. Maintenant, pour la région 2, ça sera, donc ici, ça sera, donc on est allé dans ce sens, hein, on a dessiné comme ça. C'est-à-dire quand je vais décrire mon arc 0, point de début il est là, point fin il est là. D'accord? Alors après, l'arc 2, ça dépend comment je vais le faire. Maintenant, si pour moi, il y a 0 début, il y a fin, d'accord, plutôt il y a début, il y a fin, il y a début, il y a fin, d'accord, et ça c'est début et fin. Dans ce cas, la région, dans le polygone, plutôt dans la région 2B, il faut aller du début jusqu'à la fin. Après, je vais aller de ce point jusqu'à ce point. Alors ici, vous voyez que je vais dessiner l'arc 0 en commençant par la fin. Et par conséquent, c'est un arc, c'est identique à 0, sauf que je commence par la fin. Alors, dans ce cas, je vais faire référence à cet arc par une symétrie, c'est-à-dire que je vais demander de le dessiner en commençant par le point de fin. Et alors, nous avons une numérotation d'arc de 0 jusqu'à n. Alors, la symétrie, ça sera, le 0 devient moins 1. Le moins 2, c'est la symétrie de 1. Le moins 3, c'est la symétrie j'ai dit moins 3, c'est la symétrie de 2, etc. Donc, je demanderai, quand je dessine, bien sûr, je ferai référence à l'arc, ici, ce sera moins 1, pour aller directement, commencer dans la même direction. Alors, je ne sais pas si j'étais clair ou non. La structure de TopoJSON, elle est presque identique à GeoJSON, sauf que, bon, nous avons le scale et la translation, ça c'est pour centrer notre dessin. Après, vous avez les mots-clés country, géométrie collection, après vous avez géométrie et après vous avez les différents polygones ou multiples polygones avec les différents arcs à utiliser. Voilà. Donc ici c'est un texte, bon j'ai repris ça du site de Bostock. C'est une description pour dire que l'objectif de Bostock, c'est d'éliminer la redondance dans le fichier GeoJSON, et donc vous avez ce format
Alors, cet exemple montre que vous avez ici à l'intérieur un grand nombre de redondances si on avait utilisé GeoJSON. Voilà. Je vais l'agrandir. Vous voyez ici. Voilà. Le principe il est simple. C'est une autre façon de faire référence aux coordonnées GPS. Il suffit uniquement de regrouper les différents arcs, c'est un ensemble donc, de segments, de les définir à part et de faire référence pour pouvoir dessiner. Voilà. Alors, je vous donnerai, bon, ici sur ma machine, j'ai pas la possibilité de faire la démo parce que j'ai pas le serveur local. Alors, il est utile, le format TopoJSON, il est utile pour décrire, par exemple, pour dire qu'une frontière, un arc, est un arc de bordure s'il n'est pas partagé par d'autres régions. Exemple, ce sont la bordure par rapport à la mer. Quand on le décrit, et il est utilisé une seule fois. Dans ce cas, il appartient à. C'est un arc de bordure. Alors ici, vous voyez à l'intérieur, vous avez par exemple ici un grand nombre comme on dit ici, c'est des régions comme à l'échelle APC, par exemple, c'est une commune, par exemple. Alors, il est possible, bien sûr, en utilisant cette description, de faire des fusions, d'enlever ces arcs pour colorier. Il est aussi possible de faire des colorier en utilisant des couleurs différentes, en se basant sur un algorithme bien spécifique. Voilà, ça c'est quelques mots. Alors, le fichier TopoJSON, il est utilisé, mais il n'est pas aussi utilisé que GeoJSON, malgré qu'il optimise les données qu'on va mapper. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair, ce qui a été dit, ou vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non? Vous êtes là, vous êtes vivant ou... Non, vous n'avez pas de questions. Ah. Bon, si vous n'avez pas de questions... Voilà, je vais passer au nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, c'est... Voilà. Très bien. Alors, nous allons voir l'état de l'art ou bien ce qui existe au niveau de visualisation des graphes et des arbres et de visualisation de larges graphes comme par exemple des données concernant les connexions dans les réseaux sociaux par exemple. Et ensuite, je vais vous montrer un exemple d'un travail qui a été fait par un de vos camarades dans les promotions précédentes.
et vous aurez bien sûr le travail à réaliser en TP, en salle de TP, dès que possible, pour visualiser l'ensemble des nœuds d'un graphe. Alors, quand vous avez ça sur, on va le faire de façon circulaire, bien sûr. Je vais arriver sur ça. Alors, tout d'abord, est-ce que le partage est bon? Vous arrivez à voir, s'il vous plaît? Oui. Alors, tout d'abord, nous allons voir l'intérêt, l'intérêt application. Ça, c'est. On n'a même pas besoin d'en parler. On verra aussi les méthodes de visualisation de graphes et des arbres. Et à la fin, on verra les méthodes de visualisation de larges graphes, c'est-à-dire comment faire. Et ça, c'est toujours à des stades de recherche, mais vous avez quelques articles scientifiques qui font des propositions. Alors, tout d'abord, l'intérêt. Alors, l'intérêt, si par exemple, vous avez une table de connexion, alors vous avez des éléments de données, X, Y, Z, T, etc. Et chaque élément, il est en connexion avec un ensemble d'autres éléments du vocabulaire. Supposons que j'ai l'alphabet, vous avez un ensemble de nœuds. Et pour comprendre ceci, si je prends ça, je supprime. Alors, si je vous montre ça, vous n'avez, si vous avez 2 ou 3 lignes, vous pouvez imaginer l'ensemble des relations entre les différents nœuds. Mais si j'augmente le nombre, si je vous donne par exemple des dizaines ou des centaines de lignes, c'est plus exploitable par perception de la table. Il faudra faire des calculs, il faudra après. Alors par contre, si vous faites une visualisation de cette table de liaison entre différents éléments qui sont les nœuds, alors vous aurez un graphe qui va vous donner des renseignements sur les différentes relations entre. Ça va vous donner au moins un aperçu, mais après vous pouvez peaufiner ou bien regarder de près le graphe et faire des calculs, en plus ressortir d'autres résultats concernant le graphe. Voilà, ça c'est pour parler de l'utilité. Alors, le besoin de visualisation de graphes a été ressenti dans plusieurs secteurs, par exemple militaires, le transport, les communications. Alors, si vous prenez par exemple un distributeur d'informations ou bien les moyens de transport, chaque région, chaque type de transport, l'ensemble du personnel, etc. Et militaire, ça peut être des données concernant leur structure ou bien au niveau de l'approvisionnement, au niveau des informations concernant le personnel, etc. Toutes ces données-là, vous les avez sur table, vous avez des liaisons, mais elles ne sont pas exploitables pour tirer des informations. Et par conséquent, la génération automatique de graphes est devenue, pour dire, cruciale pour faire et les visualiser et faire des lectures des données qui vont apparaître suite à ce traitement automatique donc visualisation automatique des graphes. Alors, tout d'abord, vous avez le PDF ici, vous pouvez bien sûr télécharger le document. J'ai pris l'exemple de ce document. Donc, il faut toujours citer
citer ce qui ne vous appartient pas, il ne faut pas le dire que c'est à moi, c'est mon exemple, c'est mon exercice, c'est mon code, ça c'est faux. Donc vous avez la référence, vous la téléchargez, vous allez trouver beaucoup de choses, entre autres, l'exemple qui est pris ici. Alors, ici, voici les données. Les données sont données sous forme d'un fichier texte. Alors, vous avez le lien entre des personnes ou bien disons les abonnés au réseau. Alors, vous avez Farid, Adil, Latif, Adil, etc. Alors, imaginez que vous avez ici, déjà, vous avez une vingtaine de liaisons, de connexions. Si imaginez que vous avez une centaine, plus d'une page, plus d'un slide, comment vous allez faire cette lecture? Alors, on ne peut pas inférer de structure dans ce réseau. Alors, mais si on visualise les données ici, regardez. Voilà, si on visualise, qu'est-ce que vous allez dire, voilà, il y a deux sous-réseaux et vous avez la liaison entre John et Ethan. Donc, c'est eux qui sont en liaison et le reste, c'est des clusters qui n'ont rien à voir. Donc, voilà, ça peut vous donner des informations. Vous pouvez après en faire ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que on est parti de ça, on est arrivé là. Alors, ce passage-là, il devient aujourd'hui l'information, on ne peut pas la stocker sous forme textuelle ou sous forme d'un tableau, d'où la nécessité de visualiser les données. Voilà. Alors maintenant, quels sont... Bon, j'ai parlé de quelques applications. On revient ici sur quelques-unes. Bon, peut-être des tournois aussi, la conception de circuits intégrés, la simulation et modélisation, les interactions biologiques. Si vous faites la bioinformatique, vous avez des éléments qui nécessitent ils nécessitent d'être vus et pour être interprétés. Alors maintenant on va. Alors jusqu'ici, est-ce que vous êtes toujours là? Vous n'avez pas abandonné? Vous êtes toujours là? Ou bien vous faites vos exercices? Alors, maintenant, on va passer après l'intérêt. Bon, l'intérêt, il est lui-même, il s'impose l'intérêt. On va voir maintenant les méthodes de visualisation de graphes. Hein. Les méthodes de visualisation de graphes, nous avons plusieurs méthodes. Alors, il faut savoir qu'il y a des méthodes qui ont été implémentées, elles existent dans les librairies. Je vais vous envoyer quelques fichiers pour les visualiser. Bon, j'ai dit que je n'ai pas un serveur local sur ma machine ici, donc je ne peux pas vous faire la démo, mais c'est très simple. Vous pouvez, sur D3, vous avez la possibilité de visualiser quelques-uns. Donc, je vais énoncer. Donc, juste après, tout ce que je vais mentionner tout à l'heure sont des méthodes qui ont été implémentées dans D3 ou ailleurs, dans d'autres librairies, soit pour les graphes ou les arbres. Mais certains d'entre eux sont aussi issus des travaux de recherche. C'est-à-dire que ces méthodes, par exemple la méthode par ressort, c'est un article scientifique qui a décrit, qui a analysé, l'a décrit, l'a démontré qu'il peut occuper un espace tout en l'occupant en entier, tout en ayant moins de recouvrement, etc. Plutôt moins d'éloignement entre les nœuds, etc. Tout ça, c'est des travaux de recherche qui ont été implémentés. Voilà. Alors, je vais commencer par
Bon, supposons que nous avons des nœuds IJ. Donc, l'objectif de visualisation, donc lying out, c'est-à-dire dresser le graphe sur la map, c'est d'assigner une position à chaque nœud tel que le dessin obtenu donne une visualisation esthétique et de la connexion entre nous. C'est ça l'objectif. Il faudra faire cette translation et occuper bien sûr tout l'espace offert. On ne va pas afficher un nœud sur 1 cm², plutôt un graphe sur 1 cm². Tous les nœuds sont proches l'un des autres et on laisse 10 cm² libres. Donc on va essayer d'agrandir, d'éloigner les nœuds pour qu'ils soient visibles. Ça, c'est l'objectif. Alors, il y a, il y a bien sûr la technique la plus utilisée. Alors, on modélise le problème comme étant, c'est un problème mathématique. Je vais pas donner des formules. On peut les trouver. Enfin, on peut, si vous voulez, les donner, mais c'est out of topic. C'est-à-dire qu'on va essayer de modéliser le problème comme étant trouver la configuration d'un système physique et en énergie minimale, c'est-à-dire stable. Alors, il y a les plus connus sont Spring Electrical Model et Stress Model, ça revient à la même chose. C'est des articles scientifiques qui ont décrit le problème comme étant un problème d'optimisation d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien sûr, bon, il y a un historique, si vous voulez, vous pouvez revenir ici. Pour dessiner un graphique, il remplace les sommets. Donc, vous avez les premières propositions de Peter Hitz en 84. Pour dessiner un graphique, il remplace les sommets par des anneaux d'acier et chaque arête par un ressort pour former un système mécanique. Donc, pour lui, on va essayer, bien sûr, on va essayer d'avoir un équilibre. Les sommets sont placés dans une disposition initiale, ce qui permet aux forces de ressort sur les anneaux de déplacer le système dans un état d'énergie énergétique minimale. C'est-à-dire que vous avez les ressorts, vous avez les nœuds, et après, chacun tire, on arrive à une situation stable, énergie minimale. Bon, après, il y a eu un autre article scientifique qui a modifié la formule proposée par les premiers auteurs, de telle sorte que, c'est-à-dire que plus les nœuds sont rapprochés, plus il y a une force, c'est-à-dire, plus on va plutôt rapprocher les nœuds, plus vous avez une force qui va qui va les, les éloigner, quoi. Et ainsi de suite. Maintenant, si vous augmentez la distance, il sera attiré. D'accord. Voilà. Donc, si vous éloignez les objets, on va essayer de les rapprocher. Si vous les rapprochez, on va essayer de les éloigner. Plutôt, la force va tirer pour les éloigner. Et on va essayer de trouver entre tous les nœuds, d'accord, entre tous les nœuds qui sont en relation, on va essayer de trouver, bien sûr, le calcul va faire en sorte qu'on va les placer de telle sorte que tous les nœuds seront positionnés avec un minimum d'attraction et de rejet. Voilà. Bon, je passe pour l'algorithme. Alors ici, normalement, alors, je vais essayer d'exécuter ça. Peut-être que ici, normalement, je n'ai pas besoin d'un serveur. Voilà.
Non, j'arrive pas à le faire, non. Ah bon, je vais vous montrer quelques exemples, hein. Vous voici quelques exemples. Ce qu'on obtient, si vous prenez celui de droite, il est plus simple. Alors vous voyez ici, les nœuds sont éloignés l'un de l'autre, de sorte qu'on peut bien sûr les afficher, et vous avez une différence entre. Donc, on ne peut pas, par exemple, si vous avez enfin, sur les programmes que vous aurez, si vous essayez de rapprocher celui-là à celui-ci, vous aurez un rapprochement, après un éloignement. Donc, après, il y a une stabilisation du graphe. Comme ça que ça a été implémenté. Alors, voici des exemples qui sont tirés, bien sûr, de l'état de l'arbre. Ici, c'est affiché en couleur et vous avez un affichage qui est très riche en termes pour bien sûr comprendre un phénomène donné. Tout dépend des données qui sont affichées. Alors, ça, c'est pour les graphes. Maintenant, pour les arbres. Alors, pour les arbres, les méthodes les plus connues, c'est ce qu'on appelle les méthodes de remplissage d'espace, space filling méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'occuper entièrement l'espace de visualisation et on va utiliser ce qu'on appelle un affichage hiérarchique, c'est-à-dire que nous avons le nœud principal, après nous avons les nœuds fils, et chacun d'eux a des nœuds, mais on va essayer d'associer l'espace sur la map en fonction, par exemple, du nombre de nœuds. Ou bien, si les nœuds sont des valeurs, on va essayer d'associer l'espace aux nœuds en fonction de la valeur associée. Alors, je vais directement à cet espace. Alors, regardez ici. Alors, vous avez le nœud principal, c'est celui-ci, c'est la racine. Il a deux nœuds. Alors, ça veut dire que je vais partager. Ici, on n'a pas de valeur, donc on va compter chaque élément comme étant une entité. Ici, ça veut dire que celui d'à gauche, il a un élément, le reste, c'est l'ensemble des nœuds ici. Alors, ça veut dire que si je fais le partage, vous voyez ici, ça c'est le bleu, et le reste, c'est pour la droite. Alors, pour la droite, ici, vous avez ici deux nœuds. Donc, vous avez deux nœuds. Le premier, il est à gauche, vous voyez, il a deux fils, dont l'un est unique. Alors, ça veut dire que, regardez bien, là, on partage le 2. On partage tout le reste en deux. Alors, tout ce qui est ici violet, ça c'est la partie la plus à gauche. Celle qui est à droite, elle est là. Donc, là, vous voyez, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est comme si on a partagé tout ça en 4 et vous avez un carré ici. Ah, voilà. Là, vous voyez ici, il y a deux éléments. Là, à gauche, et un autre à droite qui est composé de deux. Vous voyez, à gauche, là, à droite, il est composé de deux. Voilà. Et la surface allouée à cette branche, elle est partagée en combien? 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous voyez ici. Il y a un élément, c'est celui-ci. C'est 3 fois. Je ne sais pas si vous avez suivi ou non. Ça va ou non? Est-ce que vous êtes d'accord ou je reprends? Est-ce que vous êtes d'accord ou je reprends l'explication?
On dirait que il y a un seul qui répond. Les autres sont reprenez. Ah, je reprends, oui. Vous voyez que. Alors, je vais prendre ça, copier. Je vais me mettre dans un. Je vais mettre ça dans. Voilà, alors je vais arrêter le partage, je vais passer à autre chose. Arrêter le partage. Je vais partager une fenêtre. Voilà. Ah, est-ce que vous voyez là? Vous voyez la figure? Oui, très bien. Alors, je vais vous expliquer. Alors, j'ai dit que, bon, je vais dessiner sur le. Alors, vous voyez que ici, nous avons deux éléments. Et le premier, ou Adam, le deuxième. D'accord? Mais le deuxième ici, il a un ensemble de fils. D'accord? On a le premier, il est seul. Donc, on va représenter en fonction du nombre d'éléments, tout ça, c'est ce qui est en vert, et ça, on va le représenter par le rouge. Allez, pourquoi? Parce que regardez bien, j'ai ici combien d'éléments? J'ai un seul, alors qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, c'est 9 fois ça. Voilà. Donc, on a partagé dans cette zone, on l'a représenté comme ça. Après, donc si vous êtes d'accord avec ça, hein, mademoiselle, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, maintenant on va partager, parce que ça, elle est élémentaire. Celle-ci, elle n'est pas élémentaire. On va la partager en deux. Alors là, on va la partager en deux. Je vais prendre ici, bon, je vais prendre bleu, des bleus. Ah, pardon. Prendre ça en bleu. Et ça, je vais le prendre comme étant marron. Ah non, bleu, alors, si je compte ici, combien il y a de nœuds? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va prendre ça comme étant, d'ailleurs, 4, 6, maintenant, c'est presque, rounds, copier. Donc, voilà, ça c'est une fois et demi, ou les deux fois. 1, 2, je sais pas, 3, 4. نسيت هذه نسيتها نسيت هذه. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, voilà, 8. Je vous ai dit que j'ai oublié quelque chose. On a 8. Ça veut dire que c'est le double. Copier, copier, coller. Voilà. Voilà, c'est le double. Donc, c'est bon. Maintenant, ici, à gauche, donc le marron 4, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a un élément à droite, à gauche, il y a 3. Donc, nous avons ça. Ça, c'est un élément.
d'accord? Où le reste, il est divisé en un élément et deux éléments. Donc, un élément, et deux éléments, deux éléments. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Le reste, c'est identique. Voilà, c'est ce qu'on appelle trimap. Hein? Donc, je suppose que maintenant, c'est clair, mademoiselle. C'est bon maintenant? Oui, ça. Voilà. Je vais revenir au slide. Oui, und, voilà. Voilà. Alors, on peut bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle Trimap. Alors, Trimap, vous avez la possibilité d'utiliser ça en D3. Je vais vous envoyer aussi les programmes. C'est implémenté. Donc, vous donnez votre fichier. C'est à lui de s'arranger pour vous afficher votre Trimap. Alors, nous avons plusieurs types de Trimap. Alors, vous avez hiérarchique comme ça. Ça peut être sur un rectangle, ça peut être aussi sur un cercle, comme vous le voyez. Ça, ce sont des travaux publiés. Hein. Donc, tout ça, c'est des travaux qui ont été d'abord publiés, puis implémentés, et c'est devenu open source, donc libre à utiliser. Il y a cette possibilité. Et si vous affichez vos données sous cette forme-là, vous pouvez en tirer des renseignements qui vont vous aider dans votre décision, bien sûr. Alors, bon, ça c'est le programme, comment on fait, je ne vais pas vous donner. Donc, il y a des algorithmes pour visualiser une trimap, c'est uniquement de calculer l'ensemble des... C'est récursif, on va calculer, après on va les positionner l'ensemble des surfaces représentant des sous-arbres. Donc, chaque sous-arbre sera représenté par une surface et le sous-arbre sera aussi décomposé. En fonction de tout ça, c'est en fonction des valeurs associées au nœud. Alors, si vous prenez, par exemple, ici, si on considère ça, c'est un budget, vous avez ici dans les nœuds terminaux des valeurs, la représentation ne sera pas comme ça. Elle sera en fonction des valeurs ici. Et imaginez ici, vous avez 100 000 et le reste ici, le total, c'est 100 000. Donc, je vais diviser en deux. Alors, le nœud, il a 100 000, le reste, c'est 100 000. On divise. C'est l'exemple ici, montré ici. Ça peut être ici, comme exemple ici, ça peut être le budget alloué à des différents départements ou des régions, ou par région, bien sûr. Voilà, vous avez donc, c'est un algorithme récursif qui va chercher le pourcentage, le pourcentage du terminal node. Donc, on va calculer le pourcentage et après on additionne pour réserver l'espace, plutôt pour allouer l'espace à chaque partie. Voilà, bon, donc ça c'est la méthode. Alors, on peut bien sûr avoir la trimap comme indiqué par les slides précédents, mais on peut l'avoir aussi circulaire. Hein. Le circulaire, c'est-à-dire que ici vous avez le nœud initial. Après, on va partager en fonction du nombre de nœuds qui composent le sous-arbre. À chaque fois, on va diviser. Ici, vous avez la partie gauche. Après, vous avez la partie droite et chaque élément va se décomposer. Hein. Donc, ça, ici, ça c'est une initiale. Après, cette partie, elle est inférieure par rapport à la partie de droite. La partie de droite, après, elle va se décomposer en 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, il est terminal, il est là. Le 2, il va se décomposer aussi. Hein. D'accord. Il va se décomposer en 2, ainsi de suite. Donc, c'est récursif. Voilà. Alors bien sûr, on peut bien sûr, on peut visualiser autrement. Il y a différentes méthodes, donc c'est pas unique. Alors
ce qu'on va voir en TP, c'est ce qu'on appelle le diagramme en arc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Voilà. Alors, diagramme en arc, ici, ça a été aussi, donc c'est un article scientifique qui a été même donné en exercice de concours de doctorat. Alors, je vais vous le rédiger, je vais vous demander de faire l'exercice et après de l'implémenter. Alors, je vais passer directement à la démonstration pour vous montrer comment ça se passe. Alors, non. Je vais arrêter. Alors, dites-moi, est-ce que c'est visible? Est-ce que vous voyez le partage? Est-ce que vous voyez? Non? Oui, ça. Alors ça, c'est l'auteur, il est là. Hein. Vous voyez, Mir Abdel Islam. Alors, lui, c'est l'étudiant d'études major de la promotion, première promotion IB en 2015-2016. Actuellement, il est en Chine. Il fait une thèse de doctorat. Il a une bourse. Bon, j'ai gardé son code pour faire des démos. Bon, je pense que c'est le meilleur code que j'ai eu jusqu'à présent. Alors, voilà. Donc, je vais dessiner un graphe. D'accord? Quand je clique, j'ai les sommets. Après, je vais relier ces graphes par des arêtes. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. 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 Alors, nous pouvons générer un graphe quelconque, d'accord? Et voilà. Alors, vous voyez ici à gauche, initialement, à chaque fois qu'on crée un nœud, vous avez les nœuds sont disposés sur une ligne droite. Et l'objectif, on veut visualiser le nœud sous forme d'un diagramme en arc, c'est-à-dire que les nœuds seront reliés par des arcs, comme ils sont reliés ici par des arêtes. Vous avez V1, V0, vous avez le nœud. V0, V2, V0, V2. Après, V1, V4, V4, l'autre a été supprimé, bien sûr. Ainsi de suite. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est essayer de représenter l'ensemble des nœuds de telle sorte que on aura un minimum d'arcs, ou bien réduire la longueur des arcs. Voilà. Donc, vous voyez, si je rajoute un nœud ici, à chaque fois que je fais ça, vous avez dans une... Alors, il y a des itérations qu'on effectue pour arriver à une visualisation linéaire. Voilà, bon, vous allez comprendre l'énoncé après, c'est uniquement pour vous montrer comment ça marche. Bon, alors, ça c'est une partie. Alors, il y a une autre partie, c'est qu'on peut bien sûr afficher en faisant, au lieu d'un diagramme en arc linéaire, on peut l'afficher circulaire, comme ici. Donc, je peux afficher le diagramme en circulaire. C'est-à-dire que j'aurai les nœuds sur le périmètre et les relations à l'intérieur. Ici, ce n'est pas un diagramme en arc, mais c'est une autre représentation d'un arc. Voilà. Alors, bien sûr, je vais vous montrer d'autres représentations possibles. Vous pouvez avoir ça, c'était le télémap circulaire.
Vous avez aussi d'autres exemples vous avez aussi une possibilité. Bon, ça c'est les relations entre les différents nœuds. Voilà, donc j'ai fait un tour, mais on va bien sûr essayer d'implémenter des choses pour voir en détail ce que ça donne. Donc je vais vous donner la méthode de comment le faire et vous allez le faire en TP, visualiser un graphe que vous allez soit lire, soit construire vous-même et après vous allez le visualiser initialement en ligne. Après, on va le faire sur Circulaire. Alors, le Circulaire, c'est un projet à rendre et ce sera une des notes de votre TP de Data Visualization. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Personne ne bouge. Non. Voilà. Donc, vous aurez l'énoncé. Vous aurez aussi une description détaillée comment faire votre projet. Bon, projet à remettre après les vacances, bien sûr. Alors, vous pouvez le faire avec Processing ou autre. Hein. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était avec Processing. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Voilà, donc à demain, Inch'Allah, vous avez un atelier où je vous enverrai le lien.